Vincent Tomray, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette rubrique Map décodage du podcast du MAP que nous allons consacrer aujourd'hui donc à un livre blanc publié par l'Axiam sur le deux roues motorisé au service de la décarbonation des transports et de la décongestion du trafic. Bonjour Laurent, avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors tout d'abord, je vous propose de vous présenter et peut-être de préciser vos fonctions à la fois au sein de l'Axiam et de Yamaha France. Euh, Parfait. Alors, Vincent Tomray, donc je suis d'abord président, directeur général de Yamaha Motor France, donc le distributeur pour la France des motos Yamaha, mais aussi d'autres produits motorisés. Et puis président de la branche deux roues de la chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle. Donc le terme SIAM, qui en fait est une association qui regroupe, si vous voulez, les grands constructeurs de motos. Quand je dis grand, c'est principalement en termes de volume. Je ne veux pas mettre d'échelle au niveau des marques, mais on représente à peu près 80% des immatriculations. Et donc, c'est une association qui a pour vocation d'être un interlocuteur unique vis-à-vis notamment de l'administration ou des pouvoirs publics pour parler des enjeux du monde du deux roues motorisé dans sa globalité. On a l'habitude de dire deux, trois roues motorisées, puisque maintenant, il y a aussi des scooters à trois roues. Voilà. Très bien. Alors voilà la présentation d'Axiam, effectivement, qui me paraît important pour bien faire connaître cette organisation professionnelle. Peut-être un mot sur Yamaha France. On connaît Yamaha, peut-être quelques chiffres sur Yamaha France. Alors, Yamaha France, donc nous sommes le représentant d'une marque qui est mondialement connue, qui va fêter l'année prochaine ses 70 ans. Et globalement, cette marque est présente sur le territoire français depuis 60 ans, puisque Yamaha a commencé après 10 ans d'existence pour être importé en France. Donc ça fait 60 ans que nous sommes présents. Nous avons une, nous avons toujours été entre premier et deuxième du marché. Nous représentons à peu près entre, on va dire, 17 et 20% de part de marché, avec un réseau de 210 concessionnaires environ. Donc, si vous voulez, et nous sommes un constructeur que l'on va qualifier de multispécialiste, dans le sens où nous intervenons sur la quasi-totalité du marché. J'entends par là que nous offrons, nous proposons à la clientèle à la fois des scooters de la catégorie 4 kW 50 cm3, conduisibles à partir de 14 ans. Nous proposons de la motocyclette ou du scooter léger, 125 cm3, conduisible avec une équivalence de permis automobile, comme ensuite de la grosse cylindrée en scooter, en moto et de tout type, du trail, du roadster, de la moto sportive. Donc, nous faisons partie de ces constructeurs qui avons une offre la plus large possible et donc nous nous adressons à tout type de clients. Alors justement, Vincent, vous aviez participé il y a 2 ans à un webinaire du MAP que nous avions organisé. Vous étiez aux côtés d'ailleurs de la Fédération française des motards en colère, également aux côtés de la Fédération française de moto. Et il y a 2 ans, vous attiriez l'attention sur le fait que le deux roues motorisé n'était pas considéré comme une alternative. On est 2 ans après et j'ai le sentiment que c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Il n'est toujours pas considéré comme une alternative par nos décideurs et nos pouvoirs publics. Et très souvent, quand vous lisez des documents qui sont des documents importants pour l'organisation de la circulation, que ça soit la loi d'orientation des mobilités, que ça soit tout ce type de documents-là, vous ne verrez quasiment jamais le mot deux roues motorisées, le mot moto ou le mot scooter. C'est un produit qui n'est jamais pris en compte. On lit très souvent le vélo parce qu'il y a un vrai plan vélo dans notre pays et on veut que les gens se déplacent en vélo, ce qui est très très bien et que nous supportons et que nous soutenons, je veux dire, d'une façon sans ambiguïté. Ou nous allons directement ensuite parler de transport public, mais entre les deux, bien évidemment, on parle d'automobile, mais entre les deux, cette catégorie de produits n'est jamais mentionnée. Et nous considérons que c'est un tort
Et ça a été, en fait, si vous voulez, le point de départ de la recherche et de la volonté d'écrire ce fameux livre blanc, qui était d'essayer de remettre le produit dans cette notion d'engin de mobilité, pour dire à quel point est-ce que ça pouvait être une solution et on ne pouvait pas l'écarter parce qu'on en avait, et la société avec un grand S en a besoin pour régler des problèmes. Alors justement, j'avais relevé dans votre propos liminaire dans le livre blanc, je cite la phrase, hein, justement, ça illustre ce que vous venez de dire. Dites, il est capital que chaque individu puisse adapter son mode de déplacement à sa situation, y compris en fonction de la distance à parcourir. Les solutions de mobilité individuelle à la portée du plus grand nombre, hors voiture, vont de la marche à des modes de déplacement plus rapides comme le vélo à assistance électrique, deux roues motorisées, engins de déplacement personnel qu'on appelle les EDPM. Tout ça me fait dire que vous avez une vision pas seulement centrée sur le deux roues motorisé, mais comme vous venez de l'expliquer, très large. Bah, je pense que si on a tous d'ailleurs dans nos propres vies, on se rend bien compte que euh, nos besoins de déplacement varient tous les jours. Et donc, si nous cherchions systématiquement à mettre les personnes dans des boîtes en disant, vous, Laurent, ce que vous avez besoin, parce que là, vous venez de partir en vacances avec votre femme et vos deux enfants. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'un véhicule qui permette de transporter 4 personnes. Si on vous met dans une boîte pour vous dire qu'à partir de maintenant, c'est ce véhicule-là qui doit vous permettre de faire l'ensemble de vos déplacements, ce serait ridicule quand il s'agit que vous alliez juste au bout de la rue pour chercher une baguette de pain ou quand vous allez faire 5 kilomètres et que vous êtes tout seul. Et ce serait ridicule si vous vouliez déplacer 20 personnes. C'est pourquoi les industriels et l'ensemble de notre écosystème a développé au fil des années, des décennies et j'irais même des siècles, des produits multiples. Le vélo a existé, on a inventé la roue, il y a le vélo, il y a le vélo assistance électrique que Yamaha a créé en 1989. Le premier vélo assistance électrique que vous trouverez sur le marché, ça date de Yamaha 1989 au Japon, quand il s'agit d'aider des personnes âgées à continuer à monter des pentes au Japon. Donc, je ne vais pas être contre le vélo assistance électrique, à quel point il permet de déplacer des gens dans des conditions vraiment efficaces, avec des émissions carbone très très faibles, bien évidemment, juste le peu d'électricité qui doit être produite pour pouvoir aider le pédalage. À l'autre bout, vous avez l'automobile, vous avez même les bus et les cars. Est-ce qu'un conducteur de car va utiliser un car quand il va se déplacer tout seul? Ce serait ridicule. Donc, les problématiques sont multiples, les solutions sont plurielles. Et on ne peut pas enlever cette solution qui, à mon sens, et au sens de l'ensemble des adhérents de la SIAM aujourd'hui, font beaucoup de sens parce que euh, le deux roues motorisé, c'est quand même aujourd'hui le seul produit, et on parlera probablement après des énergies qui vont mettre en mouvement ce deux roues motorisé, mais c'est le seul produit qui vous permet de déplacer une personne, voire deux personnes, en mettant en mouvement une centaine de kilos. Donc, on sait que ça participe à la fluidité du trafic, et tout ça, des études. Donc, l'idée de ce livre blanc était de donner la parole à des études qui ne sont pas des études qui n'ont pas été diligentées par les constructeurs pour qui on pourrait dire bah, vous êtes jugé parti, donc des études qui ont été menées par des agences nationales, voire européennes, nationales françaises ou européennes dans certains cas, et qui démontrent que le deux roues motorisé, en effet, a tout à fait sa place et peut répondre à des besoins, et donc permet d'une certaine façon de décarboner le transport de nos concitoyens. Très bien. Vincent, je vous propose qu'on rentre dans ce livre blanc, un petit peu plus dans le détail. Je lance un petit jingle et puis eh bien, on revient juste après ça. Alors, Vincent, ce livre blanc, vous venez d'en parler, donc publié par l'Axiom, réunit des résultats de différentes études menées par des agences nationales, donc c'est l'ANSES et l'ADEME, mais aussi par des organismes de recherche. Et nous n'allons pas donc détailler toutes les études parce que
les personnes qui écoutent ce podcast pourront les retrouver en détail en consultant justement ce livre blanc. Par contre, je vous propose que nous essayions ensemble de faire le point sur les grands enseignements qui en ressortent. Alors, avant de rentrer sur les constats, peut-être faire un premier point. Est-ce que vous avez des chiffres sur le parc deux roues motorisés, à la fois sur le nombre de véhicules, mais aussi peut-être sur le nombre de détenteurs de permis? Vous avez parlé tout à l'heure des différentes catégories et des différentes catégories de permis. Donc, il y a des cyclos qui se conduisent sans permis, d'autres avec le permis voiture ou le permis A1, et puis d'autres avec ce qu'on appelle le permis A2 et A2+. Donc, vous avez quelques chiffres sur ce parc? Oui, alors si on parle de parc, en France, on estime, c'est toujours assez difficile de croiser les chiffres, mais il y a plusieurs façons de recouper entre les assurances, parce que nous n'avons pas de remontée réelle des cartes grises, par exemple, et c'est difficile. Si vous êtes propriétaire d'une moto, que vous y tenez et vous l'avez dans votre garage, même si elle ne roule pas et qu'elle est encore immatriculée, elle est encore dans le parc. Mais en recoupant, on arrive à peu près à un parc circulant en France de l'ordre de 4 millions d'unités. Donc, 4 millions d'unités, je rappelle juste pour mettre un parallèle, je crois que l'automobile est à peu près à 30 et quelques 33 millions d'unités. Donc, on Oui, voit le rapport entre le deux roues et l'automobile. En ce qui concerne les détenteurs de permis. Alors, les détenteurs de permis du vrai permis moto sont de l'ordre de 3 millions, mais je rappelle, et quand nous parlons du livre blanc et que nous parlons du deux roues motorisé en tant qu'engin de mobilité, on va très vite parler tout à l'heure d'une catégorie qui est la catégorie des 11 kilowatts. Ça veut dire globalement la catégorie motocyclette et scooter léger. Et là, cette catégorie-là, est conduisible avec l'équivalence par n'importe qui, tout détenteur de permis automobile de plus de 2 ans après une formation de 7 heures. Et sur cette formation de 7 heures, il n'y a pas de statistiques, nous n'avons pas de remontée, nous n'avons pas la quantité de personnes qui ont cette formation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un permis, c'est une formation et donc elle n'est pas enregistrée d'un point de vue préfectoral. Elle est délivrée par les auto-écoles et donc nous n'avons pas ce chiffre. Mais donc, un chiffre qui est important à prendre en compte et qui a justifié, si vous voulez, la volonté d'écrire ce livre blanc, c'est une donnée qui est ressortie, qui dit que 7% des Français, des Français actifs, hein, donc qui se déplacent au quotidien pour aller au travail, 7%, j'ai envie de dire seulement, utilisent un deux roues motorisé pour pour faire le trajet domicile-travail et travail-domicile. 7%. Et donc, si vous voulez, quand nous avons repris une étude qui était une étude qui s'appelle l'étude Louvins, qui est le nom d'une ville qui est dans la périphérie de Bruxelles, où il y a eu des capteurs qui ont été mis, et cette étude démontre que s'il y avait un report modal des gens qui prennent une automobile pour faire ce domicile-travail, travail-domicile, un report modal vers un deux roues motorisé, donc on sent tout de suite ce qui va se passer. Il va y avoir bien évidemment une emprise au sol qui va être diminuée, et à partir de là, vous allez avoir ce que l'on vit quand nous sommes en Île-de-France, par exemple, ou dans d'autres régions de France, à Marseille ou à Bordeaux ou dans la périphérie de Lyon, dans les périodes de vacances, quand il y a un nombre de véhicules qui baisse, eh bien vous avez un système qui, d'un seul coup, devient fluide. Vous savez qu'il n'y a pas besoin d'être à zéro pour être fluide. Hein. Des recherches ont été démontrées, même autour d'un rond-point, à quel point on est capable de tourner en rond dans un rond-point sans aucun problème avec une quantité de voitures, de 20 voitures par exemple. Je me souviens d'une émission dans C'est pas sorcier qui toujours a tendance à démocratiser toute cette science-là et qui montrait à quel point un véhicule de plus d'un seul coup, c'était le véhicule de trop. Donc on se dit que ces centaines de kilomètres de bouchons que nos concitoyens vivent au quotidien sur les plages horaires de 6 heures à 10 heures le matin et le soir, ces centaines de kilomètres de bouchons pourraient être diminuées, réduites peut-être, voire même par deux, s'il y avait un report modal de
non pas de l'automobile, parce que il faut bien comprendre que notre propos n'a rien contre l'automobile. Le propos est contre une pratique pour laquelle on a même inventé un mot qui s'appelle l'autosolisme, le fait de prendre une voiture pour être seul dedans, l'autosolisme. Et là, ça veut dire que vous privatisez une surface au sol dans le cadre de votre déplacement personnel qui pourrait donc être réduite par 3 avec entre 3 et 4 avec les distances de sécurité autour en utilisant un deux roues motorisé. Et c'est cet impact-là qui d'un seul coup change complètement la donne. Premier constat, donc vous l'avez clairement expliqué, c'est la fluidité du trafic, bien évidemment. Et j'ai bien compris que vous n'incitez pas tout le monde à passer sur un deux roues motorisé, mais une partie de la population qui pourrait être intéressée, effectivement, et ça aurait déjà un impact considérable. Le deuxième constat, c'est que les études démontrent également que les conducteurs mettent donc moins de temps pour se rendre au travail. Évidemment, alors tous les gens qui ont fait ce choix aujourd'hui, si vous parlez à cette population qui utilise le deux roues motorisé comme engin de déplacement au quotidien pour aller au travail, et non pas le côté loisir, le côté passion, etc. Tous les gens, une majorité d'entre eux, vous diront que leur motivation a été un gain de temps. Ce gain de temps, il est calculé et dans l'étude et dans le livre, les personnes pourront voir les études. Ce gain de temps, il est quelquefois euh, beaucoup plus important pour certains que la moyenne nationale. Comme toute moyenne, la moyenne ne donne qu'une indication. Et je pense qu'il suffit, j'invite les gens qui se posent la question un jour peut-être, de faire ce pas et d'utiliser un deux roues motorisé pour pouvoir faire leur domicile-travail. Aujourd'hui, nous utilisons tous des outils tels que Waze, tels que Google, qui vous calculent votre temps de trajet et qui prennent en compte aujourd'hui, grâce à la data, l'état réel du trafic. Et quand vous regardez ces plateformes-là, vous pouvez choisir dans les paramètres le type de véhicule que vous utilisez. J'invite les gens à faire l'expérience de dire, tiens, je viens de lancer Waze et je dois aller du point A au point B et Waze me dit que je vais mettre 1h15 avec le paramétrage voiture particulière, véhicule voiture, et qu'il change en passant en véhicule deux roues motorisées. Et de voir à quel point, et je peux vous dire, pour avoir pratiqué et utilisé ces outils-là, je peux vous dire que vraiment, les outils sont fiables. Ils prennent en compte, bien évidemment, une pratique qui est celle de la remontée de fil, qui est le fait de pouvoir remonter un bouchon et d'être le premier au feu. Et donc, vous allez voir, dans certains cas, quelquefois, je le dis bien, jusqu'à moitié moins de temps, quelque chose qui vous est donné pour 1 heure en région parisienne peut se transformer en 30 minutes. Donc un gain de temps significatif. Mais on peut imaginer aussi que si le gain de temps existe dans les conditions de trafic actuelles, si on arrivait à fluidifier le trafic par un report modal d'un certain nombre de personnes, tout le monde y gagnerait, y compris les 4 roues motorisées finalement, qui vont aussi gagner du temps puisque moins de congestion. On peut imaginer. Ah, mais c'est évident que le gain serait pour tout le monde, si vous voulez, parce que vous savez, j'ai envie de vous dire, si je faisais un raisonnement, j'ai presque envie de dire par l'absurde. Prenons une situation comme l'Île-de-France. Les données disent qu'il y a à peu près 200 000 à 300, les chiffres sont difficiles à avoir au détail. Imaginons 200 000 deux roues motorisées qui circulent en Île-de-France tous les jours pour faire ce domicile-travail. Imaginons que toutes ces personnes-là, pour des questions de météo, des questions de choix personnels, redeviennent, avec cette statistique de 1,1 personnes par voiture, donc redeviennent des autosolistes lambda. Vous vous retrouvez en Île-de-France avec, pour 200 000 personnes, donc 180 000 voitures supplémentaires tous les matins. Est-ce qu'on peut imaginer quel serait l'impact dès le lendemain matin? Il m'est arrivé de discuter, vous parliez tout à l'heure de la FFMC. La FFMC, à une époque, m'avait dit, tiens, on pourrait faire un type de manifestation tout nouveau qui serait de dire, puisque c'est ça, puisqu'on ne se fait plus entendre, puisqu'on ne nous prend pas en considération, nous revenons des autosolistes et on va voir l'impact.
Je pense que tout le monde peut imaginer ce que ça ferait. Demain matin, vous êtes au lieu d'avoir 400 km de bouchons, vous en avez 800. Et toute personne qui a l'habitude de prendre sa voiture pour faire son domicile-travail et qui a l'habitude de faire son trajet en 1 heure va passer à 1 h 30, 1 h 3 quarts, 2 heures. Donc l'impact, il n'est pas que pour la personne qui va faire ce choix, l'impact va être sur l'ensemble de la société. Premier constat, donc, fluidité du trafic. Deuxième constat, gain de temps. Un troisième constat porte sur la pollution atmosphérique. Là encore, le 2 roues motorisé émet moins de CO2, puisque peut-être moins de consommation, et également moins de polluants de type NOx et particules. Alors, vous allez nous en dire 2 mots. C'est vrai que là-dessus, les études sont un petit peu différentes selon les points de vue. Certains nous disent que finalement, un 2 roues motorisé pollue pratiquement autant qu'alors. Vous, votre vision par rapport à tout cela? Alors, d'abord, le spectre du 2 roues motorisé tel qu'il est étudié, il est large. Et quand vous voyez les études, il faut le reconnaître, un 2 roues motorisé peut en effet se rapprocher de la pollution d'une voiture parce que ce sont des moteurs qui sont très performants, qui sont utilisés très souvent dans des conditions que ne sont pas utilisées les voitures en termes de tours par minute, etc. Donc je crois qu'il faut recentrer d'abord le débat en disant que, en ce qui nous concerne, quand nous voulons faire la promotion du 2 roues motorisé dans le cadre de ce déplacement, nous insistons bien sur le fait que les meilleurs véhicules pour faire cette chose-là et qui remplissent tout à fait la mission qui leur est demandée, à savoir déplacer une personne, voire 2 personnes, pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'un véhicule de moyenne ou de grosse cylindrée. Un véhicule de petite cylindrée, aujourd'hui, tel que les constructeurs sont capables de les proposer, de moins de 300 cm3, sont tout à fait capables d'apporter, de mouvoir, de mettre en mouvement cette masse à une vitesse de 100, 110, 120 km/h pour pouvoir monter sur l'autoroute sans aucun problème. Donc, d'abord, il faut se concentrer sur ces véhicules-là et se dire que ça fait tout à fait la mission qui leur est demandée. Ensuite, je crois qu'une fois de plus, il ne faut pas regarder le test en tant qu'individu parce que quand on compare des tests qui sont des tests d'homologation qui sont faits dans des conditions bien particulières, alors ça a une vertu, c'est de pouvoir comparer les choses les unes entre elles. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre en compte, quand je le disais tout à l'heure, l'autosolisme avec ce moteur qui tourne à l'arrêt, donc ce qui veut dire une pollution qui ne sert strictement à rien? Une fois de plus, on peut se dire que nous comparons des choses qui ne sont pas comparables. Et en parlant de l'impact sur les autres, même si je suis dans un bouchon avec ma voiture, entre guillemets, électrique et où j'ai ce sentiment de peu polluer, mon impact sur les gens qui sont derrière moi, qui eux sont encore avec des véhicules polluants, va être. Donc c'est très très difficile d'être dans cette analyse et cette comparaison. Je crois qu'il faut, à mon sens, juste d'abord garder une question de bon sens justement et de se dire qu'il faudra toujours moins d'énergie pour mettre en mouvement 150 à 200 kg, qui est le poids d'un 2 roues motorisé de 125-200 cm3 avec son conducteur, que pour mettre en mouvement 1,5 tonnes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec la sécurité passive, etc., quelques voitures que ce soit, on franchit la tonne et on arrive très vite à 1,3 tonne, 1,4 tonne, 1,5 tonne. Donc, aujourd'hui, ne serait-ce que le bon sens va nous dire que ces véhicules-là sont tout à fait adaptés pour mettre en mouvement une personne. Troisième constat et quatrième constat, enfin, il est non des moindres puisqu'il est économique. Donc, autre point, là, vous évoquez une approche en fait liée à l'usage qui est plus favorable par rapport à bien sûr une automobile. C'est un constat, une fois de plus. Alors ça, c'est la conséquence. Bien évidemment, aujourd'hui, comme je le disais, en se concentrant sur des véhicules de faible cylindrée, aujourd'hui, un scooter 125, c'est 2 litres, 2 litres et demi au 100 en termes de consommation. Si vous le choisissez en électrique, il va de toute façon, pour les mêmes raisons, parce que vous savez, les mathématiques, comme la physique, ça a la tête dure. Il y a des choses où vous pouvez décréter des choses, mais il n'empêche que quelle que soit votre énergie, quel que soit ce que vous
faisiez, ce que vous faites et les ingénieurs que vous avez, il vous faudra toujours moins d'énergie par rapport à la masse. Donc ça a du sens et forcément vous le retrouvez derrière en termes de coût d'utilisation. Et je me souviens, il y a très longtemps, j'avais lu une étude. euh, on peut dire que vous avez les coûts directs, qui sont les coûts de consommation, d'entretien, d'usage et de possession. Ça, c'est une chose. Et puis, vous avez tous les coûts indirects. Tous ces bouchons et ce temps perdu tous les matins représentent combien au niveau d'une nation comme la nôtre? Je crois que des laboratoires et une fois de plus, des agences avaient estimé ce manque de productivité, ce manque de créativité, etc., et avaient transformé ça en milliards d'euros. Donc, si nous venions à fluidifier nos circulations dans nos grands centres urbains, parce que tout ce que je vous dis a du sens dans les centres urbains et à partir du moment où il y a congestion, c'est là où il y a vraiment ce gain le plus important. Et puis un dernier gain qu'il ne faut pas évacuer non plus trop vite, c'est le gain, je vais envie de vous dire, de la qualité de vie. Parce que quelqu'un qui perd et qui en a le besoin, je suis pas en train de, on va pas débattre sur est-ce que quelqu'un a raison d'habiter à 40 kilomètres de son travail. S'il l'est, on va considérer qu'il a une bonne raison d'y être. Donc, à partir du moment où on arrive à lui faire faire ce trajet-là d'une façon autonome, avec 2 fois moins de temps ou moins de temps, ce temps gagné, c'est de la qualité de vie. C'est de rester plus longtemps à la maison le matin pour discuter avec sa femme ou avec ses enfants, c'est avoir la chance de pouvoir les emmener à l'école pour ceux qui ont ce besoin. C'est ne serait-ce qu'en termes de fatigue, c'est de pouvoir se reposer davantage. Parce que être dans un bouchon, à part passer plus de temps à écouter la radio et à être un petit peu plus au fait de ce qui se passe dans le monde, c'est pas de la qualité de vie. Donc, c'est vraiment du temps perdu. Et le fait de résoudre une partie de ce temps perdu, ben, c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique sur plein d'aspects. Ouais, un point important parce que lorsqu'on parlait de véhicules autonomes, justement, c'était un des arguments avancés en disant mais redonnons du temps de vie pour profiter des bouchons, pour faire autre chose que de conduire. Et justement, ça rejoint ce constat. Donc c'est intéressant. Alors Vincent, tous ces points, encore une fois, les auditeurs pourront les retrouver dans l'intégralité des études qui sont présentées dans le livre blanc. Donc je pense que voilà, nous invitons tout le monde vraiment à le consulter. Ce que je vous propose pour avancer dans notre échange, c'est d'aborder une troisième partie, peut-être un petit peu plus générale, sur le 2 roues motorisé, parler justement du passage vers l'électromobilité, ainsi que les axes de sécurité routière vis-à-vis d'un usager souvent plus vulnérable, et sans oublier non plus, parce que c'est pas tabou, mais les questions de nuisances sonores qui sont souvent mises en avant. Donc ce que je vous propose, bien, c'est de lancer un petit jingle et d'arriver dans cette troisième partie. Alors voilà, donc cette troisième partie, ce troisième point, en évoquant le passage à l'électromobilité, un point important puisqu'on parle de l'électromobilité en voiture, on n'en parle pas forcément beaucoup dans le 2 roues motorisé. Déjà, est-ce que cette technologie se développe chez les constructeurs? Donc vous êtes constructeur, vous allez pouvoir nous répondre dessus. Et puis, il y a peut-être un côté passion. Est-ce que finalement, le côté passion de la moto peut être remis en cause ou mis à mal par ce passage vers l'électromobilité, vers l'électrique? Souvent, on entend effectivement des débats au sein des passionnés qui ne sont pas forcément pour le passage à l'électrique, bien que je pense que ça doit être quelque chose d'aussi intéressant pour le 2 roues motorisé que pour la voiture. Alors, quelle est votre vision là-dessus? Oui, moi j'y crois beaucoup dans le sens où je fais confiance aux ingénieurs et à la créativité de l'ensemble des marques qui opèrent sur ce marché depuis de nombreuses années pour être capables de faire des produits passionnants, même avec des moteurs électriques. Et je sais qu'il y a énormément de monde qui travaille dans ce sens-là. Donc ça, je suis pas inquiet. Ça prendra un peu de temps, mais ça va arriver. Et je crois d'ailleurs, pour être un grand passionné d'automobile, qu'aujourd'hui, il y a certaines voitures électriques qui apportent un plaisir de conduite incroyable, des accélérations vraiment importantes, etc. Et donc, je pense qu'on peut prendre beaucoup de plaisir. Pourquoi est-ce que l'électrique a plus de mal à se développer ou le développement semble un peu plus lent? Tout le monde a constaté que dans le cadre de la voiture, qui dit voiture électrique dit une voiture qui immédiatement a pris du poids.
la technologie actuelle des batteries, la quantité et le poids que fait une batterie pour pouvoir emmagasiner une quantité d'énergie pour pouvoir faire un déplacement et une autonomie minimum acceptable pour le propriétaire, ce poids-là est un frein dans le cadre du deux roues. Parce que comme vous le savez, un deux roues motorisé, nous ne sommes que sur deux roues, et donc le poids pour la manipulation de tout le monde est quelque chose de complexe. Et donc, il est fort à parier que, au fur et à mesure que le développement de la technologie des batteries va réussir à emmagasiner plus d'énergie dans moins de poids et moins de volume, alors ça va aider. Il y a bien évidemment des précurseurs, il y a des marques qui font des motos tout à fait de très bonne qualité. Elles sont actuellement, si vous voulez, ça reste des niches qui en plus, quand vous le voyez, en termes d'offres de prix, ont tendance à tirer les prix vers le haut. Donc on a du mal actuellement à faire une offre qu'on va qualifier de mass market, hein, parce que très vite vous êtes sur des prix qui sont entre 50% plus chers, voire le double de ce qui existe en thermique. Il y a certains constructeurs, pour être très franc aussi, qui aujourd'hui ne voient pas l'intérêt de passer à l'électrique d'un point de vue environnemental. Je m'explique. Là où c'est le plus facile à faire, c'est sur la toute petite cylindrée. Puisque qui dit véhicule de toute petite cylindrée, par exemple l'exemple du 50 cm3, historiquement le 50 cm3, ben, comme ce sont des véhicules qui font de petites distances, avec de petites vitesses, 45 km/h, c'est assez facile de passer à l'électrique. D'ailleurs, c'est le premier marché. Aujourd'hui, les ventes de 50 cm3 environ sont à 30% en électrique. Mais c'est là où en fait votre gain environnemental est le plus faible parce que ces petits moteurs émettent très peu de polluants, consomment très très peu. Donc en fait, vous avez un gap d'émissions entre l'électrique et le thermique qui est plus faible. Ça vous fait un véhicule qui est plus cher pour un impact environnemental qui est plus faible. Et il faut le dire, des constructeurs qui sont des constructeurs mondiaux, et je vais les plus grands constructeurs mondiaux, par exemple Honda et Yamaha, les deux dans les plus gros, ben vous vous rendez compte que ces gens-là se disent, mais quand vous voyez en France ou au Japon, la façon dont l'électricité est produite, ça pourrait avoir du sens, parce que là, votre balance environnementale, de par le fait que nous avons une électricité qui est relativement décarbonée dans notre pays, alors par rapport aux émissions de CO2 du même scooter en thermique, oui, ça a du sens. Par contre, là là où vous avez les plus grands marchés, notamment en Asie, etc., dans ces pays-là, la fabrication de l'électricité n'est absolument pas décarbonée. Ce sont des centrales au charbon, etc. Donc vous vous dites, est-ce que c'est mieux? Le véhicule coûte plus cher, on a encore des gros doutes sur le recyclage des batteries, etc. Ça apporte un véhicule qui est moins pratique pour les gens parce que il faut une infrastructure pour recharger votre batterie, etc. Alors que de faire le plein d'un petit réservoir de 3 litres pour des véhicules, des scooters urbains, ça se fait très très vite. Donc, ce sont ces freins-là qui font que, en effet, le développement de l'électrique dans le deux roues motorisé est plus lent que dans le monde du 4 roues. Mais ça avance, ça progresse, et je vous confirme, sans avoir bien évidemment d'informations sur d'autres constructeurs, mais il est clair que ça travaille énormément et que nous allons dans cette direction-là également, pour une fois de plus, par le bas de la pyramide, en termes de vitesse et en termes d'autonomie. On ne va pas remplacer demain une moto loisir, une moto aventure, une moto passion par de la technologie électrique. Ce n'est pas techniquement faisable aujourd'hui. À suivre, en tout cas au niveau des évolutions technologiques, c'est justement quelque chose d'intéressant et qui va de toute façon dans le sens de l'histoire. Deuxième axe important, c'est la sécurité routière, Vincent. Alors, c'est une véritable préoccupation depuis des années pour le deux roues motorisé, avec des usagers, on l'a dit, plus vulnérables,
pas forcément en cause dans les accidents, mais qui vont effectivement en subir les conséquences, car moins protégés. Alors, rappelons que pour l'année 2023, donc les chiffres de la sécurité routière issus de l'Observatoire interministériel à la sécurité routière, les deux roues motorisées connaissent une baisse de la mortalité par rapport à 2022. Je donne des chiffres, avec 706 personnes tuées, soit 22% de la mortalité. Cette baisse s'observe surtout sur les voies en agglomération. On parle de 237 tués et donc une baisse de 17%. Mais le nombre de blessés graves estimé est stable avec 5400 personnes, soit 34% des blessés graves et 38% des blessés qui garderont des séquelles à plus d'un an. Et ceci pour moins de 2% du trafic motorisé. Alors, est-ce que c'est une vraie préoccupation pour les constructeurs des deux roues motorisées? Je crois que oui, et que vous travaillez justement sur ces problèmes de sécurité routière. Évidemment, les chiffres que vous venez de citer sont bien évidemment une problématique pour nous tous. Nous vendons des produits qui ont vocation à apporter du plaisir, à déplacer des gens. Et donc, cette finalité, bien évidemment, est un problème sur lequel nous travaillons d'un point de vue technologique. Il y a de plus en plus de technologies qui permettent d'éviter ou de minimiser. Et puis, donc, par exemple, il y a eu le développement et la généralisation de l'ABS il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous demandons à la sécurité routière de pouvoir affiner les statistiques pour essayer de voir si, depuis que l'ABS est obligatoire, si ces véhicules-là, par exemple, sont moins impliqués parce que les gens ne perdraient pas le contrôle lors d'un freinage. Je rappelle que, une fois de plus, par rapport à une automobile, une moto, nous sommes en équilibre sur deux roues. Donc, quand quelqu'un n'arrive pas à gérer un freinage d'urgence correctement, ça peut se terminer en glissade. Donc, c'est une problématique et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une lourde responsabilité morale d'avoir à la fois ces chiffres-là et puis de l'autre côté de vouloir au contraire promouvoir l'utilisation du deux roues en disant il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui se mettent aux deux roues pour décongestionner nos villes et pour pouvoir, on va même jusqu'à dire gagner pour eux de la qualité de vie puisqu'ils réduiraient leur temps de transport. Et donc nous sommes obligés à un moment donné d'essayer de regarder un petit peu le spectre et de regarder que dans les statistiques que vous donnez, les 22% sont incontestables, ils sont là, dû à la vulnérabilité des usagers. Nous le savons, nous n'avons pas de carrosserie autour de nous, nous n'avons qu'un casque et bien évidemment, donc c'est problématique. Les 2% du trafic, c'est quelque chose sur lequel c'est toujours une façon de présenter les chiffres qui me rebute un petit peu parce que ce 2%, quand vous savez ce que c'est que le calcul du 2% du trafic, le trafic, ça veut dire le nombre de véhicules multiplié par les kilomètres moyens. Alors, ça veut dire que on mettrait la même probabilité, entre guillemets, d'accidentologie d'un représentant de commerce qui fait 150 000 kilomètres par an d'autoroute à aller tous dans le même sens et tout droit, ce qui est, et vous le reconnaîtrez pour avoir fait de l'autoroute, pas un endroit où vous voyez beaucoup de motards qui circulent et qui encaissent et qui enchaînent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres comme ça. Donc, je trouve que cette façon de présenter 22% par rapport à 2%, pour moi, n'est pas représentatif. Je préférerais voir en pourcentage du nombre de véhicules dans un trafic. Et là, on n'est pas à 2% quand on voit en Île-de-France, une fois de plus, ou en région PACA ou en région lyonnaise, dans le déplacement au quotidien. Donc, cette façon. Mais peu importe, une fois de plus, les mathématiques ont la tête dure. Alors, moi, ce que je regarde et ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi, et vous le savez, notre propos, c'est de dire que l'accidentologie du deux roues motorisé ne doit pas être vue comme une fatalité. C'est-à-dire que je ne veux pas emmener en effet des gens, quand moi-même je conseille des amis à passer aux deux roues motorisés, je me dois de leur dire, il faut qu'ils soient conscients de la vulnérabilité, il faut qu'ils soient conscients, bien évidemment, qu'un équipement de bonne qualité et complet est nécessaire. Et un point qui n'est pas à négliger, il faut qu'ils soient conscients qu'ils ont dans les mains une grande partie de leur sécurité routière de par leur comportement.
Il y a, quand, par exemple, les tests d'interfile ont été lancés à l'époque, le délégué interministériel en place à l'époque m'avait dit, mot pour mot, Monsieur Tomeret, si vous faites de l'interfile tel que nous le préconisons, vous ne mettrez pas votre vie en danger. Comme je vous le rappelle, l'interfile, nous sommes censés pouvoir remonter les fils avec une certaine différence de vitesse entre les véhicules qui sont à l'arrêt et le deux roues motorisé qui remonte. Donc, j'entends par là que quand vous roulez et que vous décidez de votre vitesse, etc., bien évidemment, vous savez que vous êtes en partie, vous passez une limite où vous pouvez prendre un risque de dérapage, un risque de collision, parce que la voiture qui va vous couper la route, et vous coupe la route, a mal estimé la vitesse à laquelle vous arrivez sur elle. Donc, il faut que nous soyons conscients, en tant qu'utilisateurs de deux roues motorisées, que nous avons dans les mains une partie, une grande partie de notre propre sécurité routière. Et il suffit de voir dans ces statistiques que vous venez d'annoncer le nombre d'accidents où le motard n'a eu de collision avec personne, mais juste une sortie de route avec un virage qui se resserre, avec une vitesse mal estimée ou des choses comme ça. Et j'en veux pour preuve que, à l'instar d'ailleurs de la voiture, l'accidentologie féminine est beaucoup plus faible que l'accidentologie masculine. Donc on voit bien que le comportement joue pour beaucoup. Donc si vous voulez, une fois de plus, avec des véhicules de faible cylindrée, donc qui ont des vitesses plus faibles, et avec un comportement adapté, je continue à dire que bien équipé et dans un espace urbain où la vitesse est relativement faible, il n'y a aucune raison de se mettre en danger et le deux roues motorisé est tout à fait à développer pour pouvoir décongestionner la ville. Je fais une parenthèse, comme vous le savez, et c'est un drame et je pense que le gouvernement travaille dessus. On parlait tout à l'heure du plan vélo. Aujourd'hui, l'une des grosses problématiques de la sécurité routière, c'est l'accidentologie des deux roues, vélo et des EPDM. Et une fois de plus, vous n'avez normalement aucune raison. Mais quand vous voyez les comportements à griller les feux, à doubler un bus à rallonge par la droite, alors que le chauffeur ne peut pas vous voir, voilà. Donc, on se rend bien compte que le comportement joue énormément dans la sécurité routière. Donc, nous travaillons pour répondre à votre question. Des constructeurs font même aujourd'hui une promesse comme quoi en 2030, il y aura des véhicules qui ne tomberont plus grâce à la technologie. Nous avons des projets de communication de véhicules entre véhicules 4 roues, véhicules 2 roues pour des angles morts, pour annoncer qu'un véhicule arrive. Il y a le développement de l'ABS. Il y a aujourd'hui le développement de l'ABS en angle qui fait que les puissances de freinage ne sont pas les mêmes si vous êtes en virage ou si vous êtes debout. Donc la technologie fait énormément de progrès. Il faut continuer impérativement. C'est un axe de travail très important pour l'ensemble des constructeurs et pour l'ensemble d'ailleurs des organisations qui travaillent autour de la moto. La sécurité routière au niveau mondial, la France, mais d'autres pays comme l'Inde, quand vous savez les marchés de ces pays-là, travaillent énormément pour la sécurité routière du deux roues, que ça soit par l'IMA, que ça soit par la SEM, que ça soit par la SIAM. Nous sommes tous des acteurs à chercher des solutions et à travailler dans ce sens-là. Mmh. Bah, écoutez, c'est fort bien résumé, comme vous l'avez dit. Effectivement, l'évolution technologique peut aider à la sécurité, mais n'oublions pas le comportement. Et passer d'un 4 roues à un 2 roues, qu'il soit motorisé ou non motorisé, ou d'un EDPM, on a le sentiment que les gens ont tendance à s'affranchir des règles, mais les règles, ça se respecte et la route se partage, donc c'est effectivement très très important. Un dernier point peut-être sur justement l'aspect des débats de la place du deux roues motorisé. On parle aussi du désagrément en urbanisation, dans les urbanisations, désagrément sonore. Alors, selon vous, comment lutter contre cette nuisance sonore? Parce que, en réalité, j'ai l'impression que la réglementation aujourd'hui, elle est déjà très exigeante
pour les constructeurs. Mais quelle est votre vision par rapport à ce plan sonore? Je suis sûr que vous y avez déjà pensé et nous l'avions d'ailleurs évoqué dans notre webinaire avec notamment la Fédération française de moto qui, elle, est préoccupée à la fois pour baisser les nuisances sonores puis à la fois garder un petit peu de sonorité sur la compétition. C'est un autre aspect. Mais voilà, donc cette nuisance sonore, comment vous la vivez au niveau de votre réflexion? Écoutez, en ce qui concerne ce sujet de nuisance sonore, ce qui est bien déjà, c'est que l'ensemble des acteurs que nous sommes, Fédération française des motards en colère, SIAM, constructeurs, Mobiliance, Fédération française de moto, FFM, nous sommes tous alignés pour dénoncer d'abord des comportements hors la loi. Vous le disiez, les constructeurs d'abord respectent une réglementation stricte qui est établie au niveau européen et cette réglementation donne un certain niveau sonore. Il y a d'ailleurs un amalgame entre le niveau sonore en circulation et le niveau sonore à l'arrêt, mais si les motos et les scooters de toute cylindrée qui étaient en circulation respectaient les normes et étaient utilisés par les utilisateurs tels qu'ils les ont reçus par les constructeurs quand ils ont acquis leur véhicule neuf, il n'y aurait pas de débat aujourd'hui. C'est un niveau sonore qui est tout à fait correct pour, même en centre urbain, pour pouvoir vivre en société tous ensemble. Je rappelle que le Covid, en plus, d'un seul coup, nous a réappris ce qu'était le silence et on s'est rendu compte qu'il y a eu des plaintes dans des villes comme Paris, par exemple, il y a eu des plaintes pour le niveau sonore d'une perceuse à percussion, de n'importe quel type de travaux et de deux roues motorisées, bien évidemment. Donc, nous dénonçons fermement les modifications de pots d'échappement. Nous dénonçons fermement les ventes de pots d'échappement de seconde main non homologués ou alors qui sont déshomologables par une modification de la chicane ou des choses comme ça. Et la Fédération française de motards en colère et l'ensemble de la presse, tout le monde a démontré que cette espèce d'idée reçue que faire du bruit, c'est une question de sécurité routière parce que ça permet d'être entendu quand nous arrivons dans le rétroviseur d'une voiture est complètement infondée, que c'est ridicule, que c'est pas comme cela que nous pouvons nous mettre en sécurité. Je reviens à mon histoire de comportement. À partir du moment où je vois que je n'ai pas l'espace entre deux voitures pour passer, c'est pas en mettant un coup d'accélérateur, en ayant débrayé et en ayant mis mon moteur en régime pour avoir effrayé tout le monde et avoir la route qui s'ouvre telle la mer devant Moïse que je vais réussir à me faire connaître ma présence. Ma présence, c'est à moi de vérifier que j'ai bien été identifié avec un contact visuel dans un rétroviseur et avoir un comportement. Et tant que je ne vois pas ce contact, eh bien, je ne franchis pas et je reste à ma place. Donc, c'est quelque chose pour lequel nous sommes un peu démunis. L'association SIAM, avec l'ensemble des constructeurs, nous avons alerté l'ensemble des concessionnaires des marques que nous représentons. L'ensemble des concessionnaires, aujourd'hui, je dois le dire, ont un comportement de plus en plus professionnel sur ce sujet, ont pris conscience de cette problématique et ne proposent aujourd'hui, puisque c'est légal, ne proposent que des pots d'échappement de seconde monte, mais homologués. Malheureusement, et il faudrait que le gouvernement fasse le ménage aujourd'hui, parce que Internet et avec des sites comme Wish, etc., vous fait une concurrence complètement déloyale et laisse rentrer des produits inadmissibles. Donc, face à cela et à cette liberté avec Internet, je dois dire que nous nous sentons un petit peu désarmés et nous demandons au gouvernement de faire son devoir et son pouvoir de police. Pour moi et pour nous, aujourd'hui, la répression doit faire son travail. Il faut que des gens comprennent qu'on ne peut pas et que nous sommes une profession et nous sommes des acteurs et un système global, notre écosystème prône la liberté. Et la liberté, ça commence par respecter celle des autres. Donc,
Je suis le premier à être à la fenêtre de mon appartement et à être gêné par, à 11 heures du soir, un scooter qui a été modifié et qui va empêcher plein de gens d'avoir un repos tranquille, et même si on n'est pas en train de dormir, mais ne serait-ce que être obligé d'arrêter une conversation à une terrasse, c'est inadmissible et c'est quelque chose, bien évidemment, que nous déplorons, que nous dénonçons et pour lequel, alors, on parlait tout à l'heure d'électromobilité, mais bien évidemment, plus il va y avoir de véhicules qui vont être électriques, plus la masse de véhicules. Mais une fois de plus, ce qui ressort et ce qui nous gêne, c'est pas les véhicules en masse, etc., qui sont tout à fait homologués. C'est le pic de cette moto ou de ce scooter qui ont été débridés, qui sont en échappement libre. Et c'est ça qu'il faut absolument bannir de nos centres urbains, mais de partout, parce que c'est le problème dans la vallée de Chevreuse, c'est le problème en campagne, c'est le problème partout. Donc c'est une problématique publique. Nous essayons de prendre part au débat, nous essayons de prendre part dans des actions, mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui soient pénalisés parce qu'ils ne comprennent pas. Vivre ensemble, en tout cas. Voilà. Alors, j'aurais une toute dernière question, mais qui est liée finalement d'ailleurs à cette nuisance sonore aussi et à la sécurité routière. On va parler du contrôle technique de roues motorisées qui avait un peu défrayé la chronique, qui avait des opposants, mais aujourd'hui qui est rentré en vigueur depuis avril dernier. Alors, ce contrôle technique, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que justement ça peut-être permettre de répondre à ces problèmes de contournement de la règle vis-à-vis des nuisances sonores, peut-être? Alors, c'est en effet un sujet qui a fait gros débat. Gros débat parce que dans un premier temps, il a été présenté comme un outil pour améliorer justement la sécurité routière et les chiffres de sécurité routière. Or, les études montraient que l'état du véhicule était mis en cause et pouvait être à l'origine de l'accident, je dis bien à l'origine de l'accident, dans moins de 1% des cas. On se rend compte aujourd'hui, et le nombre de fois où je m'arrête à côté de quelqu'un pour lui donner un conseil sur l'état de son véhicule, c'est d'abord avant tout la pression de ses pneus. Parce que je vois beaucoup de scooters qui roulent avec souvent des pneus qui ne sont même pas gonflés correctement. D'ailleurs, les premiers retours, aujourd'hui maintenant qu'il commence à y avoir du retour, on l'a lu dans plein d'articles, c'est qu'il a été salué d'une certaine façon l'état et l'entretien des deux roues motorisées qui sont passées. Vous avez certainement lu comme moi que la catégorie, enfin la sous-catégorie dans cette catégorie internationale dite catégorie L, qui englobe tous les véhicules 2, 3 et 4 roues légers, la sous-catégorie qui a été la plus pointée du doigt aujourd'hui, ce sont les voitures sans permis. Véhicules carrossés sur lesquels on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, les fuites au niveau du moteur, on ne voit pas l'état des freins, etc. Et la catégorie des deux roues motorisées a été relativement saluée avec un taux, si vous voulez, de contre-visite très très faible. Alors, bien évidemment, c'est un sujet qui fait débat. Si ça venait à nous aider, ne serait-ce que sur cette histoire de niveau sonore et de modification d'échappement, écoutez, je serais presque à me rallier à la cause. Aujourd'hui, il est vrai que il est tellement facile de remettre son pot d'échappement pour le jour du test. Je crois que nous sommes plus sur un problème de comportement, un problème d'éducation. Je ne suis pas sûr que le contrôle technique puisse éduquer. Alors, laissons-nous encore un peu de temps, voyons ce que ça donne, voyons si nous arrivons et si nous avons un changement de comportement avec peut-être un effet de ce contrôle technique. J'ai des doutes. Je crois qu'il faudra d'autres mesures que le contrôle technique pour régler le problème du niveau sonore. Bon, peut-être que le contrôle technique peut en tout cas avoir son utilité lorsqu'on parle de transactions de véhicules d'occasion. Peut-être que justement avoir à un moment donné une photo de l'état du véhicule pour l'acheteur peut être intéressant sur ce plan-là. C'était exactement ce que prônait la chambre, la SIAM en son temps, quand nous avons été consultés, et pendant toutes ces années où il n'y a pas eu de contrôle technique en France par rapport à d'autres pays, nous disions que nous soutenions en effet un contrôle de conformité qui engagerait donc les professionnels
fait dans les réseaux de constructeurs, parce que nous pensons que nous sommes les mieux placés. Vous savez que le contrôle technique, il y a eu énormément de débats dans les réseaux, parce que les réseaux traditionnels de contrôle technique voiture n'avaient pas forcément l'expérience, n'avaient pas forcément l'outillage et n'ont pas voulu investir dans un outillage avec une problématique de retour sur investissement. Mais là, si on ouvre le débat, on va déborder largement du sujet et du temps qui nous est accordé. Mais donc, c'est ce que nous proposions, parce que, en effet, se dire que quelqu'un qui rachète un véhicule d'occasion puisse avoir une photo de l'état du véhicule et de sa conformité, parce qu'il y a des gens qui souhaitent acheter des produits tout à fait conformes et être rassurés par un professionnel, c'était notre position. C'est pas celle qui a été retenue. Voilà, nous sommes partis sur un autre schéma. Très bien. Ben Vincent, comme vous l'avez dit, on va pas trop déborder, mais on a été extrêmement exhaustif et vos explications sont extrêmement intéressantes et j'espère vont permettre de faire un point précis sur l'enjeu du deux roues motorisé dans justement l'intégration dans les transports, la décarbonation, la fluidité. Pas facile, peut-être l'exercice sera compliqué. Si je vous demande une petite synthèse, c'est peut-être compliqué, mais quelle phrase de synthèse vous pourriez faire pour conclure notre échange? Ben, sous forme de synthèse, si vous voulez, c'est un message que j'adresse. J'ai envie de vous dire, je vous parlais tout à l'heure de 7%. 7% des personnes qui utilisent. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai 93% à convaincre. Donc j'ai du travail. Et je n'ai pas besoin de ces 93% de convaincus pour pouvoir avoir un effet positif sur l'ensemble de notre société. Et donc nous le savons, nous attendons des effets positifs sur beaucoup d'aspects. Pollution, économie, argent, qualité de vie, etc. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, hormis dire aux gens d'essayer, de pas avoir peur, de se dire que, comme je vous le disais, les problématiques sont multiples, les solutions sont multiples. Du vélo, on en a tous fait. Je rappelle que la création du deux roues motorisé, ça a été le fait de mettre un moteur sur un vélo et de faire, d'assister d'une certaine façon au pédalage. Quand nous refaisons aujourd'hui un vélo assistance électrique qui vous assiste jusqu'à 25 km/h. Aujourd'hui, vous avez des catégories de vélos assistance électrique qui vous assistent jusqu'à 45 km/h, ce qui veut dire la même vitesse que un 50 cm3 ou un véhicule de 4 kW, que au-dessus, vous avez donc des véhicules de 125 cm3 qui pèsent à peu près 100 kg, 100, 120 kg, qui roulent à peu près à 100 km/h. Ces véhicules-là suffisent pour pouvoir déplacer quelqu'un. La statistique de la distance moyenne de ces gens qui ont fait ce choix, c'est 18 km. 18 km avec un deux roues motorisé entre le domicile de travail et le travail-domicile. On voit bien que 18 km, quand je vous disais que nous sommes donc sur une tranche, 18 km, quelqu'un ne va pas le faire avec un vélo assistance électrique. Les gens qui vont faire ce choix en vélo assistance électrique vont être dans des kilométrages moindres. On est sur 18 km. Donc, j'ai envie de dire simplement, essayez. Essayez, peut-être dans un premier temps, les vacances, etc., se remettre à un deux roues motorisé, prendre un deux roues en location, un week-end, pour se rendre compte qu'on sait tous faire du vélo, qu'il n'y a rien de compliqué, que ces véhicules scooters sont automatiques, il y a deux poignées, deux freins, comme un vélo, vous n'avez pas en plus les pédales, vous mettez les pieds par terre, donc c'est à la portée j'ai envie de dire, de la majorité, vraiment de tout le monde, il n'y a aucun problème, c'est facile d'utilisation, les produits ont énormément progressé, donc si vous voulez avec l'injection, avec l'ABS, donc essayez parce que ça peut vraiment changer votre vie. Et j'ai l'expérience, ça a été mon métier pendant de nombreuses années de vendre, et donc j'ai vendu des deux roues de faible cylindrée à des autosolistes qui ont voulu un jour changer. Et c'est plaisant de voir que, alors que le choix normalement il est fait pour gagner du temps les jours de la semaine, eh bien ces mêmes personnes, arrivées un dimanche, eh bien quand il s'agit de faire un saut dans une librairie, aller acheter un bouquin, boire un café, etc., alors que il n'y a pas de bouchon, alors que Paris est tout à fait, eh bien on prend quand même son deux roues, parce qu'au final,
bah, on se dit que c'est plus pratique, c'est moins difficile de trouver une place pour se garer, parce qu'on arrive à se garer entre deux voitures, on prend beaucoup moins de place. Une fois de plus, on est plus fluide, plus... Et donc, on se rend compte que les gens finissent par prendre du plaisir, même quand ça pourrait être simple de prendre un autre véhicule. Donc, donner sa chance au produit. Il faut donner sa chance au produit parce que les gens qui l'ont essayé ont fini par l'adopter. Donc, voilà le message. Eh ben, l'appel est lancé, essayez, n'ayez pas peur. Vous m'avez presque convaincu aussi d'y passer. J'ai été motard dans mon jeune temps, mais je ne le suis plus, mais j'aurai grand plaisir à redevenir. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange très exhaustif, Vincent, et nous restons en contact. Merci Laurent et à très bientôt. À très bientôt.